Je vous l'ai déjà expliqué, NFT Business est sur le point de changer de nom. Pourquoi ? Pas tant parce que le NFT ne nous intéresse pas, mais non, loin de là, mais parce que nous visons plus large, nous voulons embrasser beaucoup plus de thématiques. Donc, nous travaillons au pivot et nous allons passer tout doucement de NFT Business à Techno Impact. Alors, je m'appelle Claudia Lemar, vous le savez, et d'habitude, je termine la phrase en disant « Je présente ce podcast avec Benjamin Boutin ». Aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Benjamin. Bien sûr, il sera mon invité, mais on a une surprise. Il sera accompagné de la célèbre Chantal Lang. Alors, nous sommes début juillet, nous sommes à Bruxelles. C'est un podcast un peu imprévu. Voilà, on est sur une terrasse, sur le coin d'une table avec un verre de vin, et on s'est dit que c'était les conditions idéales pour faire un excellent podcast. Chantal est venue visiter Bruxelles, enfin c'est surtout nous qui est venue visiter, et on la remercie, et on profite d'elle, de sa connaissance, de son savoir, pour faire ce podcast. Je vous remercie tous les deux d'être là. Bonjour Chantal, bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Claudia, ça fait drôle d'être en face de toi et d'être l'interviewé cette fois. Alors moi j'ai une question, je ne vous présente pas parce que tout le monde vous connaît. J'ai une question pour vous deux. Donc, des ETF Bitcoin, il y en a déjà depuis 2017, d'après ma préparation. Pourquoi parle-t-on tant de l'ETF Bitcoin de BlackRock ? Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Quel est le message ou la symbolique derrière ça ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Chantal ? Alors jusqu'à présent, la SEC, donc le gendarme de la bourse américaine, a refusé de valider des ETF qui obligent à acheter des bitcoins. On appelle ça les ETF spot. Ok. Parce que ça ferait exploser le prix du bitcoin et ils veulent pas ça. Vous pouvez peut-être développer ? Peut-être préciser un ETF déjà, qu'est-ce que c'est, hein ? Oui. L'ETF, c'est un acronyme qui veut dire Exchange Traded Fund, mais peu importe, c'est un panier d'actions. C'est très connu dans la bourse des actions. Donc par exemple, au lieu d'acheter les 40 plus grosses actions technologiques, par exemple, on achète l'ETF de la technologie. Et quand on achète juste une fois ce produit financier, c'est comme si on avait acheté 40 des grosses entreprises technologiques. Un panier d'actions, exactement. Okay. Et donc l'idée de l'ETF Bitcoin, d'ailleurs après il y aura peut-être des ETF crypto-monnaies en général, mais pour l'instant ETF Bitcoin, ça évite, comme on disait avant, d'acheter du Bitcoin directement. Et acheter du Bitcoin directement, ça rebute beaucoup de gens qui malgré tout sont intéressés, mais il faut qu'ils ouvrent un compte chez un exchange, il faut qu'ils comprennent ce que c'est qu'un wallet, il faut qu'ils comprennent ce que c'est qu'une crypto-monnaie, le principe de la blockchain, etc. Alors que là on peut leur dire, vous achetez un ETF comme si vous achetez une action en bourse, directement, et ça vous expose au prix du Bitcoin. Si le Bitcoin monte, votre ETF, il monte, vous gagnez de l'argent. Mais si le Bitcoin baisse, votre ETF, il baisse. Mais on ne possède dans ce cas-là, en aucun cas, le Bitcoin. On le possède indirectement. Et ce qui est vraiment nouveau dans ce contexte, c'est que l'ETF est obligé de posséder le sous-jacent, c'est-à-dire le Bitcoin. Dans ce cas, si c'est un ETF Gold, il possède l'or, les vrais lingots. Et il les possède de manière très sécurisée. Il les possède à un endroit qui est séparé des comptes de l'entreprise. Donc si l'entreprise fait faillite, les investisseurs n'ont pas perdu. Le Bitcoin, le Gold, il est vraiment là physiquement, quoi. Il peut être revendu, redistribué. C'est ça la grosse différence entre un ETF et par exemple son concurrent ETN, Exchange Traded Note, où on achète une exposition au prix de quelque chose mais sans acheter vraiment sur quelque chose. Ok, et l'ETF de BlackRock, c'est un ETF. C'est un vrai ETF spot qui nécessite d'acheter les cryptos. Alors, et de les fait, c'est géré par un trust. Donc, il y a des gens qui disent c'est pas un vrai ETF, c'est un trust. Mais non, en fait, un trust peut demander un ETF. Il y a juste un peu plus de frais de gestion. Mais c'est quand même un vrai ETF et qui nécessite d'acheter du Bitcoin. Ok. Mais pour le moment, il n'est pas encore validé par la SEC. Oui, c'est ça. Mais l'événement, comme tu dis Claudia, l'événement, c'est que ce soit BlackRock qui fasse une demande officielle de dépôt d'ETF. Alors, comment on analyse cette vague, ce tsunami, cette déferlante d'informations autour de BlackRock ? C'est quoi la symbolique ? La symbolique, c'est qu'il y a énormément d'argent. Et la symbolique, c'est que BlackRock est une sorte de bulldozer inarrêtable parce qu'ils ont une puissance financière énorme et que toutes leurs ETF, sauf une, ont été validées dans le passé. Donc, contrairement à toutes les autres demandes d'ETF qui sont en cours, qui ont été chaque fois refusées pour les ETF spot, où il faut vraiment acheter le Bitcoin,
celui-ci, on pense qu'il va être validé. On ne sait pas dans quel délai. Ouais, parce que tu as raison, BlackRock est tellement puissant qu'ils ont déposé des centaines d'ETF depuis 20 ans que ça existe, ou 30 ans que ça existe à peu près. Et toutes ces demandes ont été acceptées, sauf une. Donc on se dit évidemment que BlackRock, quand il dépose un ETF, c'est évident qu'il va être accepté. Au-delà de ça, est-ce que c'est pas si BlackRock en fait la demande, c'est forcément une validation de cette crypto-monnaie, c'est forcément donner son aval et donc indirectement impacter son cours et surtout installer de la confiance dans cet actif. Surtout que le big boss de BlackRock, Larry Fink, a vraiment déclaré en public que Bitcoin était une monnaie internationale du futur, alors qu'il y a quelques années en arrière, il était vigoureusement contre. Ok, et que le Bitcoin n'est pas officiellement reconnu comme une monnaie, sauf au Salvador et je pense dans quel pays d'Afrique, Benjamin? Centrafrique. Oui, mais c'est pas encore très bien installé. Ouais, ça va prendre du temps. Ça. Ouais. Mais Larry Fink ne dit pas tellement que c'est une monnaie. Hein. Attention, il faut être plus fin. Le Bitcoin, il dit c'est de l'or digital. Hein. De l'or digital. Donc il dit c'est un actif. Hein. Oui, et il utilise le mot international et il dit justement que ça ne souffre pas des travers des monnaies actuelles. Ouais, c'est ça. Autre chose, est-ce que je peux juste rappeler ce qu'est BlackRock? J'ai aussi fait mes petites recherches, c'est incroyable. Ils possèdent, donc c'est le plus grand fonds d'investissement, des centaines de milliers de milliards, c'est énorme. Certains disent BlackRock is America. Is the rock. Is the rock. BlackRock détient 5% de Apple, BlackRock détient 2% de Google, 2% de Microsoft. Amazon. Amazon aussi, mais ils détiennent des participations dans toutes les boîtes du CAC 40 en France, par exemple. C'est juste inouï, quoi. Donc le fait que BlackRock, pour en résumer, dise on croit au Bitcoin, en fait c'est ça que ça veut dire, ils croient au Bitcoin, ça veut dire que ça y est, le Bitcoin maintenant s'installe et les crypto-monnaies, on verra lesquelles, mais ça veut dire, ça y est, c'est complètement, le nuage s'est effacé et le ciel est grand bleu maintenant, les crypto-monnaies en tout cas. Oui, bon, ils ne vont pas se gêner pour faire aussi quelques mauvaises nouvelles de temps en temps, pour faire rebaisser les prix lorsque les très gros comptes n'ont pas fini leur shopping. Ok, mais vous voulez me parler de l'influence des médias sur le cours des cryptos. Ouais, ça c'est spectaculaire. Voilà, et donc la corrélation entre les mauvaises nouvelles et les baleines qui achètent, et les petits qui vendent et les baleines qui achètent. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler de ça? Avec grand plaisir. Donc si on regarde sur les outils qui permettent de regarder ce qui se passe réellement on-chain dans la blockchain, on peut voir les transactions, on peut voir ce que font les gros comptes et comparer avec ce que font les petits comptes. Donc là, on voit très clairement que les gros comptes long terme achètent quand c'est bas et les gros comptes long terme revendent non pas en pointe quand c'est haut, non, ils revendent durant la montée lorsqu'il y a des gros volumes. Eux, ils ont besoin de gros volumes. Ouais. Après, il ne faut pas mélanger. Il y a aussi des très gros comptes, des baleines, qui sont des acteurs court terme. Ils achètent et revendent très rapidement. Donc il faut vraiment bien les séparer, hein, les deux. Mais une fois qu'on a appris à les repérer, c'est flagrant. Et d'ailleurs, le bon plan, c'est d'acheter en même temps qu'eux. Hein. Ouais, en fait, c'est ça. Alors, ils font du trading. En fait, pour résumer, c'est comme les phénomènes boursiers. En fait, quand on comprend les phénomènes crypto, c'est exactement comme dans la bourse, on est manipulé. Alors, tout le monde te dit, oui, on sait qu'on est manipulé, mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi ? Si on est un investisseur, comme nous, un investisseur particulier, il faut absolument comprendre ça. C'est-à-dire quand vous lisez des mauvaises nouvelles dans la presse, c'est bon signe. C'est bon signe, en fait. Ça vient de là. Mais j'entendais ça depuis toujours. Oui. On dit souvent, en temps de guerre, c'est là qu'il faut commencer à réinvestir parce qu'après la guerre, il y aura la paix, etc. Bon. Mais quand on vous donne des mauvaises nouvelles, ça veut dire que le marché descend. Et ça veut dire que c'est là qu'on fait des bonnes affaires. C'est là qu'on achète les actions et les cryptos moins cher que les autres. Exact, tu as hyper raison. Et à ça, j'ajouterais, il faut pas attraper un couteau qui tombe, donc il faut pas acheter pendant la chute. On ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Il faut attendre que ça descende, que ça rebondisse, que ça redescende, que ça rebondisse. Et là, il y a un moment où on se dit, ok, les acheteurs et les vendeurs sont d'accord sur le nouveau prix. Là, c'est le bon moment pour acheter. Il ne faut pas acheter pile au moment où ça descend. Oui, ça c'est un bon point. Il faut laisser un peu le marché descendre. Oui. Et regarder les nouvelles en disant, il y a encore des mauvaises nouvelles, donc ça veut dire que ça va encore descendre. Mais c'est contre-intuitif. Je comprends les gens qui nous écoutent. Vont dire, puis c'est super insécurisant. C'est super insécurisant. Nous, on est dedans, mais j'imagine, je parle toujours, dans tous les épisodes, je parle de lui, le bon responsable de famille, qui veut doucement se débancariser avec une petite cloche d'argent et qui se dit, je vais sur une crypto. Mais lui, sa seule source d'information, c'est ses médias. Ouais. Et donc, ça doit être hyper insécurisant, hyper anxiogène de se dire,
oh ouais, c'est des mauvaises nouvelles, super, j'achète. Bah non, c'est ses économies. Oui, de dire à table au dîner devant sa famille, vous savez quoi, le Bitcoin a perdu 40%, j'en ai acheté plein aujourd'hui. Tu passes pour un fou, tu, ton femme. tu passes pour un fou. Alors qu'en fait, les plus grands milliardaires font tous comme ça. C'est-à-dire, eux, ils assument, eux, ils disent, ça a perdu 40%, j'ai tout acheté, j'ai dépensé tout mon cash pour acheter. Ouais. Mais moi, Non, ils ne dépensent pas tout leur cash, ils achètent progressivement, Progressivement, ouais. X% par trimestre. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que BlackRock, ça va faire monter du jour au lendemain Bitcoin. Ils ont déjà fait une partie du shopping, ils vont réétaler leurs achats sur plusieurs trimestres. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais je voudrais revenir sur l'ETF. Ouais. Moi, je me dis que ils vont participer à l'adoption parce qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aller sur les cryptos. Et puis, dès qu'ils arrivent à l'étape du wallet, ils disent non, mais je panique, je sais pas, ça les inquiète. C'est une étape qui est inquiétante, qui est anxiogène. Et donc ils n'y vont pas. En tout cas, aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui n'y vont pas. Je me dis que, franchement, moi, j'y connaîtrais rien. On me dirait, tu peux acheter des bitcoins et en fait, tu achètes ça comme une action Google. Franchement, c'est le confort total. Oui. Et donc, du coup, ça participe à l'adoption. Qu'est-ce que vous pensez de ce point, Chantal? Alors moi, je le fais déjà depuis quelques années. Par exemple, il y a 21 Shares, 2-1-S-H-A-R-E-S, Ok. qui a lancé un ETP, Bitcoin, c'est pas un ETF, mais ils achètent quand même le sous-jacent. Ils sont en Suisse, ils ont lancé ça en novembre 2018, et depuis lors, ils ont lancé la même chose sur plein d'autres cryptos. Mais puisqu'on parle de Bitcoin en ce moment, ça fournit un numéro ISIN. Donc, moi, je vais dans mon interface bancaire. Là où je passe, C'est un numéro de série, quoi. ouais, un numéro de série. Attends, donc, dans ton application, je vais définir le numéro ISIN, c'est un peu comme un ISBN, qui est le QR code dans un livre, pour savoir exactement quel livre tu veux acheter. Ah oui. Voilà, il y a ça aussi pour les outils d'investissement, ça s'appelle ISIN, ISIN. En Europe, ça s'appelle ISIN. Et donc, une fois que tu as un numéro ISIN, tu peux facilement voir le descriptif qui a été validé légalement par les autorités financières du pays. Chez nous, c'est en France, en Suisse, c'est la FINMA. C'est l'identité même du produit. Et donc, ça donne une identité exactement, et il est validé par les autorités financières selon certaines règles. Qui va garder les bitcoins ou le gold ou je sais pas quoi, Ok. de quelle manière ça va être sécurisé, délivré, etc. Et géré, et les fonds et le pourcentage de frais, enfin, c'est tout marqué dedans. Et une fois qu'on est content avec un numéro ISIN, eh bien, je pense que la plupart de tes auditeurs savent acheter quelque chose en bourse. Ils vont sur leur interface bancaire, ils achètent un peu de gold ou de silver ou une action Tesla. Ok. Dans la même interface, s'ils ont un numéro ISIN qui correspond à Bitcoin, ils peuvent l'acheter. Déjà maintenant. Moi, je l'ai fait. Et comment tu te fournis ce numéro ISIN? Alors, moi, j'ai été sur 21shares.com ou .ch, je ne me rappelle plus, et j'ai lu tous les détails, et j'ai choisi ceux qui m'intéressaient. Et ensuite, quand j'étais dans mon interface bancaire, j'ai mis le numéro ISIN pour l'acheter, et j'ai choisi ce que je voulais acheter. Moi, je suis pas sûre de comprendre. Donc, ça veut dire que tu pourrais acheter du Bitcoin, par exemple, nous, à notre banque en Belgique, ou non, au Crédit Agricole en France, sans même que ma banque soit au courant? Alors, il y en avait plusieurs qui étaient déjà validés dans ma banque, mais il y en avait deux pour lesquels j'ai dû écrire un petit mot, s'il vous plaît, veuillez l'activer. Ils ne peuvent pas activer tous les numéros ISIN du monde, de la même manière qu'une librairie ne peut pas avoir en stock tous les livres du monde, tu vois. Il y a un moment, il faut lui demander. Mais il y en avait plusieurs C'est pas mal ce que tu qui dis. étaient déjà Tu as raison, il y a autant de produits financiers qu'il y a de livres dans le monde, en fait. Mais c'est de la folie, hein. Et là, on réalise. Ouais. Oui. Alors, 21 Shares, ce n'est pas un ETF. C'est un ETP. C'est au sens large. P, c'est product. Ok. Donc, c'est beaucoup moins... Enfin, un ETF, c'est encore mieux. Voilà, en résumé. Ok. Moi, je suis pas sûre d'avoir compris la différence entre ETF et ETP. Parce que ETP, donc produit. Oui, ça j'ai bien compris. Ça peut représenter ETF, ETN. Le P, ok. C'est une famille, le P. Ok, donc Ouais. ETF, c'est la sous-famille, et ETP, c'est la... Oui, puis ok, c'est la famille. N qui est assez fréquent. N veut dire notes, extended traded Ok. notes. Là, on a perdu les auditeurs, là. Mais non, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai fait ça, mais juste pour l'exercice, pour m'amuser. Et je n'ai pas envie de posséder une grande quantité de crypto dans le monde bancaire. Je veux dire, le concept de la crypto, c'est d'être soi-même propriétaire. Oui. Hein. Ouais. Donc moi, c'est de se débancariser. je teste une foule de choses, mais pour mes bitcoins à moi, la plupart, ils sont en sécurité à un endroit dont je possède la clé privée. C'est moi qui suis vraiment propriétaire, et je suis la seule à pouvoir les déplacer. Alors, on est pris dans un hiatus, nous qui sommes des bitcoin maniaques ou des crypto maniaques, c'est que
Nous, on est complètement dans la philosophie de la blockchain qui est, nous, on veut posséder nos propres cryptos sans passer par aucun intermédiaire, et encore moins une banque. Mais là, évidemment, les banques, BlackRock et compagnie participent à la démocratisation, à l'adoption massive. Donc nous, on est content de ça, parce que nous, on aimerait que tout le monde utilise la crypto, en tout cas que tout le monde connaisse au moins la crypto. Mais évidemment, les gens vont le faire via la banque. Au final, c'est ça qui va se passer. C'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile. Donc à nous, après, à travers les podcasts qu'on fait, les formations que tu donnes, Chantal, et mais aussi de dire aux gens, éventuellement, commencez comme ça, via votre banque. Mais après, surtout, on vous supplie, comprenez l'idée d'avoir un wallet et de récupérer vos cryptos. Mais si on pousse le bouchon un peu plus loin, imaginons qu'il y ait une adoption massive parce que c'est tellement plus facile d'acheter de la crypto par sa banque. Que les banques prennent vraiment ça à bras le corps et commencent à proposer ça à tous leurs clients. Est-ce que ça ne va pas impacter à moyen terme et à long terme la valeur même de la crypto, puisque son essence même, c'est d'être en dehors du système bancaire et d'être décentralisé. Donc, en fait, la valeur même intrinsèque de la crypto, c'est parce qu'elle est décentralisée. Et évidemment, on connaît le triangle, sécurité, enfin voilà. Mais si à un moment donné, ça rentre comme un actif classique, est-ce que c'est encore de l'intérêt ? On peut comparer ça avec le web. Au départ, c'était la libre circulation de l'information. Oui. Maintenant, il y a de la censure. Mais il y a encore des endroits sur le web où on peut s'exprimer. Oui. Ça s'appelle le dark web d'ailleurs. Oui, mais même sur le pas dark web, il y a quand même des endroits quand tu possèdes ton propre serveur web, personne ne peut te le fermer. C'est vrai. Donc, ça va faire pareil pour les cryptos. Bien sûr, il va y avoir de l'abus dans tous les sens. En fait, il y aura de la crypto centralisée, en fait, compte, et de la décentralisée. Mais pour pratiquer de la crypto décentralisée, il faudra être informé et manipuler le wallet. Oui, mais donc ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la centralisation, puisqu'on va vers un monde où, on en a parlé en off, les MNBC, donc monnaie émise par la Banque centrale, full centralisation, dilution des banques intermédiaires, ou peut-être qu'elles-mêmes vont créer leur monnaie digitale, et puis on se retrouve avec le système bancaire qui récupère les cryptos. Et à côté de ça, il y aura quoi ? Les experts, comme les gens qui ont leur propre serveur web aujourd'hui, qui sont quelque part des marginaux. Et donc, qui sont les héros. Oui, mais ils sont Ils ont de plus en plus de gens qui utilisent ces plateformes entre guillemets libres. Oui, mais ils sont concurrentes à ces gros mastodontes du Web 2 qui font de la censure. Oui. Et là, ça va faire pareil avec les cryptos. Mais ils sont quand même en marge de la majorité, de l'usage commun. Oui, de la même manière que les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient en marge. Oui. C'est une question de temps. Ils ne sont pas dans le business. Donc, c'est quand tu es dans le dark web, dans le web parallèle, on va dire. Dans le web libre. Dans le web libre, c'est pas du business, effectivement. Donc, si tu parles de business, puisqu'on s'appelle aussi NFT business, on parle des entreprises. Donc, les entreprises, évidemment, seront très incitées à pratiquer la crypto à travers les banques et les organes centralisés. C'est comme si LVMH disait demain, je quitte Google et je vais sur un serveur. Ou interdisait à ses salariés d'aller sur Google, par exemple. Donc à un moment donné, tu dois être là où sont tes clients, où sont les majorités des gens, en tout cas si tu as des enjeux business. Mais donc, là, pour revenir à ça, ça fait quand même flipper, parce qu'en gros, ceux qui vont sur la crypto, c'est justement parce qu'ils vont... Quelque part, c'est un acte qui marque un désaccord avec le système. On n'est pas d'accord avec ce système, il ne fonctionne plus, il est défaillant, on n'a plus confiance. Et donc, on se dirige vers de la crypto. On voudrait récupérer le droit d'être propriétaire. Exactement. Et en fait, BlackRock, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est de nous dire, c'est super, vous avez construit un actif, je vais le récupérer et je vais complètement centraliser. Vous avez construit quelque chose d'absolument magnifique sur le numérique, je vais le récupérer à mon compte. Bien sûr. Et les MNBC, monnaie numérique de banque centrale, c'est exactement ce que tu dis. C'est la banque centrale qui dit finalement l'euro aujourd'hui, ça marche plus très bien aujourd'hui. Enfin, c'est une usine à gaz, aujourd'hui. Quand tu te rends compte quand tu fais un paiement à un restaurant qui passe par Visa, par ta banque, la banque du restaurant, une chambre de compensation, il y a 12 intermédiaires. Quand tu envoies 50 € dans un restaurant. Donc là, évidemment, les banques se disent, avec une blockchain, il y aurait 0 intermédiaire. Au revoir Visa, au revoir les chambres de compensation. Donc évidemment, ça les intéresse. Et en plus, ils vont se dire, c'est de l'argent électronique dans le wallet des gens qui sera programmable. Je pourrais désactiver cet argent. S'ils refusent, s'ils manifestent dans les rues alors qu'ils n'ont pas le droit, exact. Je désactive leur possibilité de dépenser l'argent. C'est quand même puissant. Donc bon, ça on verra. Mais moi je pense que je ne crois pas beaucoup à ça. Ça c'est un peu dystopique.
En Chine, ça, évidemment, ça j'y crois beaucoup, mais ça, les Chinois, c'est déjà une dictature. En revanche, en Europe, l'Union européenne commence à faire des avancées sur la protection des individus, notamment avec l'IA Act, donc la régulation sur l'intelligence artificielle. On a reçu Florian Ernotte là, avec Claudia la dernière fois, qui nous disait dans cette régulation, il est clairement stipulé que le crédit social sera interdit en Europe déjà. L'influence politique. L'influence politique, c'est ça. Par l'IA. Par l'IA. Et aussi, bon, alors sur les cryptos, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais déjà on voit bien que sur l'IA, en tout cas, ils ne veulent pas nous fliquer, quoi. Ils ne veulent pas nous contrôler. Bon, je ne veux pas faire trop d'angélisme, hein, mais c'est à surveiller. En tout cas, il faut que le citoyen soit alerte là-dessus. Oui. Mais je pense qu'il y aura plusieurs cryptos. Je pense que chaque banque aura sa crypto, la banque centrale aura sa crypto, les grands magasins auront leur propre crypto-monnaie. Nous, on continuera d'utiliser Bitcoin et Ethereum, plus peut-être des cryptos liés au gaming, liés à la collection. Je pense qu'il y aura un nombre assez important de monnaies qu'on pourra utiliser tous les jours. Oui, et il y aura de plus en plus de tokenisation d'actifs dans le monde réel, Ouais. certains au format crypto et d'autres au format NFT. Alors, tu Le peux format déployer NFT permet de gagner quelques années sur la régulation sans Voilà. être embêté. Exact, très bon Ah, point. alors c'est bien, hein, justement, vous vous êtes lancé sans moi sur le sujet, allez-y, déployez pour nos auditeurs. Je peux donner un exemple. Oui. On apporte de la liquidité sur un outil d'investissement. Actuellement, dans la finance décentralisée, c'est déjà le cas. On reçoit en échange un token qui nous permet d'être utilisé ailleurs et d'avoir des revenus supplémentaires. Et ben, ce token-là, si on l'a au format NFT, eh bien, au niveau fiscal et réglementaire, tout est plus facile pour le projet qui a émis le token. Parce qu'il n'est pas considéré comme un actif numérique. Il n'est pas considéré comme une security. Ok. Oui, comme un actif comme- financier. Comme un actif ouais. financier, oui. J'ai les numériques, mais je pensais financier. Ouais, c'est ok. tout à fait ça, ouais, t'as raison. Ok. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un partenaire qu'on aime beaucoup. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, la voix incontournable de l'actualité Web3. Tu es passionné de crypto, de NFT et de métaverse. Tu cherches une source d'information fiable pour rester informé des dernières actualités. Ça tombe bien, le Crypto Daily te propose un podcast quotidien t'offrant l'actualité Web3 en seulement 10 minutes du lundi au vendredi. Dedans, je te décrypte toutes les news des dernières 24 heures de manière claire, concise et surtout passionnante. Alors, si tu veux être à jour sur tout ce qui se passe dans le monde des cryptos et des NFT, écoute le Crypto Daily et rejoins la révolution Web3 dès maintenant. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et donc, ça amène de la liquidité. Oui, vous avez un exemple concret à... Bah, nous, on adore l'immobilier tokenisé. Enfin, on adore parler de realty, parce que tout le monde parle de realty, parce que tu achètes pour 50 € un petit bout d'appartement. Oui, alors moi je l'ai fait il y a quelques années. Ouais, nous aussi. Ouais. Et donc, j'ai payé $58. J'ai acheté un petit bout d'une maison qui était dans l'État de New York. Et depuis lors, je reçois 11 centimes par semaine Tous les mardis. sur un portefeuille XDAI, c'est-à-dire qu'il y a quasiment zéro de frais. Et quel que soit le bull market ou le bear market. Et ce montant dépend des loyers qui sont payés par les gens qui habitent oui. dans la maison. Ouais. Et ça dépend aussi de la valeur de la maison qui est réestimée une les fois ans. par année. Voilà. Et ça passe par Chainlink pour que ce soit vraiment décentralisé. Alors, je rebondis parce que ça, c'est absolument fascinant. Il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent. Quand on possède un token qui représente un bout d'appartement, ce token-là, on peut donc le revendre en un claquement de doigts, très facilement. Bon, il faut s'enregistrer auprès de Realty. Il faut que l'acheteur soit lui aussi enregistré auprès de Realty, mais après on peut le vendre et l'acheter et le vendre sur Uniswap, effectivement. Voilà. Il faut savoir aussi Vu la que... demande, ça se vend tout de suite. Hein. Et ça se vend très vite. Il faut savoir que ce petit bout d'appartement, on peut aussi le mettre en garantie pour un emprunt d'argent. Donc, par exemple, si j'avais une valeur de 5 000 € d'un appartement à New York, par exemple, je pourrais tout à fait le bloquer et demander un emprunt de 3 000 €, par exemple, pour Ok. acheter quelque chose. En passant par AAV. En passant par un protocole AAV. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Ouais. parce que là, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, mais quel est l'intérêt d'acheter une fraction d'appartement dans lequel je ne l'ai jamais vu? En fait, oui. ça donne accès à la propriété au plus grand nombre, en sachant qu'aujourd'hui, l'accès à la propriété est devenu compliqué. Ouais. Donc la plupart des gens aujourd'hui n'ayant pas accès à la propriété, et on sait que la propriété, c'est le symbole du toit, de la protection, hein, et donc dans l'inconscient collectif, acheter de l'immobilier, c'est se sécuriser encore. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent plus acheter de maison, mais qui peuvent acheter des fractions d'appartements qui leur amènent du revenu passif.
Oui, ça fait 10% dans le cas d'Affinity. C'est très variable, mais celui que moi j'ai acheté, c'est 10%. Entre 8 et 12, hein, c'est ce qu'ils annoncent, entre 8 et 12. Et Ils ont même eu quelques exceptions à 20%. il faut imaginer dans quelques années, on pourrait acheter un appartement qui lui-même sera entièrement tokenisé. Donc il sera sur la blockchain en fait. Et Donc, il sa est valeur évident sera qu'on sur ne la vit pas blockchain. dans cet appartement, on ne vit pas dans sa partie. Hein. C'est juste un acte, c'est devenu un actif financier qui me ramène du rendement. Alors on pourrait l'habiter, c'est-à-dire qu'on pourrait l'acheter, l'appartement serait mis en garantie, l'appartement vaudrait donc 200 000 €, évidemment on ne les a pas. En revanche, un protocole automatisé sur la blockchain pourrait dire, ok, cet appartement, je le bloque dans la blockchain et vous remboursez 500 € par mois jusqu'à atteindre 200 000 €. Auquel cas, à ce moment-là, il est à vous. Et en fait, ça s'appelle un emprunt bancaire. Trop vague ce que tu as expliqué, réexplique. Alors, c'est un emprunt bancaire. Aujourd'hui, quand on a un emprunt bancaire, on va à la banque Oui, voilà. et la banque vous prête l'argent. Ouais. Et Et dans on- ce cas-là, tu vas où? Et dans ce cas-là, c'est plus la banque qui te prête l'argent, c'est la blockchain directement. Donc en fait, l'immeuble, l'appartement est garanti, il est bloqué si tu veux sur la blockchain, En collatéral. en collatéral, donc il ne t'appartient pas, mais tous les mois tu es obligé de verser 500 € à la blockchain en fait, au protocole si tu veux. Ok. Et jusqu'à atteindre la somme de 200 000 € qui est la valeur de l'appartement. Et après il est à toi. Mais alors, j'ai une bête question. Ouais. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui se la posent. Pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça? Ah parce que il faut que la loi soit d'accord. Ok. Aujourd'hui, elle n'est pas d'accord encore la loi. Et il faut que tout le monde ait un wallet, ce qui n'est pas le cas. Il faut que la crypto soit acceptée encore partout, c'est pas le cas. Ça va prendre encore 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais c'est rien, 7 ans, 7 ans c'est rien. Donc nous, on va le vivre. C'est-à-dire que nous, on pourra Ouais. acheter un appartement sans passer ni par une banque, ni par un notaire. C'est la blockchain qui va gérer, qui va bloquer l'appartement. Je ne pourrais pas en jouir. Donc, il sera en garantie. Il sera en garantie, je n'en serai pas propriétaire. Et qu'est-ce qui se passe si je ne paye pas? Ah bah donc dans le protocole, automatiquement, dès qu'il y a un défaut de paiement, il sera soit revendu dans le grand public, auprès du grand public si tu veux. Mais par qui? Parce que c'est décentralisé. Donc Oui, c'est automatisé les liquidations. C'est automatisé. Donc ce Ok. sera un Il- contrat automatisé qu'on appelle un smart contract, donc du code, c'est du code qui aura tout prévu. Et les liquidations sont lucratives pour celui qui achète. Oui. Il a Ah oui. un joli pourcentage. Ah oui. c'est- En fait, si le protocole revend l'appartement, alors là il y aura de l'intervention humaine, hein, évidemment, dans la revente d'un appartement. Ben, l'appartement est revendu 200 000 et le protocole récupère 200 000 €. Donc non, tout Intéressant. ça sera réglé. Mais c'est impressionnant de se dire, n'oublie pas aussi ce petit bout d'appartement à 50 € pour réserver de monnaie d'échange. Toi, Claudia, tiens, je pourrais te payer mon restaurant, mon repas de ce soir, en token d'appartement. Ok, et là je rebondis avec ce que vous avez dit précédemment. On aura plein de monnaies différentes. Et on aura plein de Ah monnaies. oui, de la même manière qu'il y a plein de sites web, hein, c'est ok. Oui, il y aura plein de monnaie. presque autant de monnaies que de sites web, c'est vrai, c'est incroyable. Mais C'est une très belle image. Presque autant de monnaies que de livres. Après, Oui. à voir si les gens acceptent. Il suffirait que le restaurant dise, alors moi ce soir, j'accepte 20 moyens de paiement. Différents. Différents. Euros, Bitcoin, Ethereum, Realty, un bout d'appartement. Bonjour la comptabilité. La comptabilité sera automatisée par l'IA, évidemment. Ah, intéressant. Oui, les comptables feront enfin le vrai travail d'un comptable, c'est-à-dire nous conseiller dans notre Quand je pense stratégie. que notre comptable nous écoute, il va être en dépression. Anastasios, ne t'inquiète pas, c'est pas pour demain. Tout ça paraît fou, mais Et quand on revient sur la question, est-ce qu'on est vraiment propriétaire? Eh bien, ce petit bout d'appartement dont je parlais, Ouais. pour moi, il est sur une clé ledger. J'en suis seul propriétaire. Personne d'autre ne peut le déplacer à ma place. ça faut expliquer. Alors, c'est pas moi qui vais La expliquer. clé Moi, Ledger. moi, je pose des Si questions. Claudia, tu peux expliquer, puisque tu es la première à dire oulala, nos tokens, nos cryptos, on va les retirer de l'exchange. pour Ah les non, mettre non, sur moi notre je suis clé obsédée Ledger. par ça. Parce que Pourquoi tu... je suis d'une nature insécurisée. Je le dis dans chaque podcast, tout le monde va le savoir aussi. Je suis d'une nature insécurisée, donc je vais toujours prendre des solutions les plus sécurisées. Et donc forcément, pour moi, l'exchange, c'est une zone dangereuse. Oui, il y a des faillites régulièrement. Ah oui. Et en plus, on a suivi ça de près avec nous, Claudia. Enfin, tout le monde dans la crypto sait qu'il y avait FTX. Ça, c'est la plus grande faillite. Mais des années avant, il y a eu Mt. Gox. Il y en a eu plein. Et puis, nous, en Belgique, on a vécu de près aussi. On cette a faillite. échappé belle. On a investi de l'argent. On a acheté de l'argent sur un exchange belge. Et comment Alors, je acheter suis des cryptos, oui. des cryptos, oui, pardon, Exchange. des cryptos sur un exchange belge. Et je suis quelqu'un de très très intuitive. Et un jour, je suis rentrée à la maison en disant, Benjamin, il faut retirer tout de suite. Il m'a dit, mais je suis occupée tout de suite. Il faut que tu restes tout de suite cet argent. Et je sais pas, j'ai senti le truc, alors que j'avais pas vraiment d'éléments, puisque c'était voilà. Et 3 semaines plus tard, ils étaient en faillite. Et donc, une ledger qu'on expliquait aux gens, c'est la possession de sa clé privée. En fait, c'est la possession de sa crypto.
La crypto, elle est toujours sur la blockchain, ce qui est un concept assez étrange parce qu'on se dit le cash, moi je comprends, je l'ai dans ma poche, mais là non, la crypto, elle bouge pas de la blockchain, heureusement. Simplement, ce qui change, c'est qui a le contrôle de cette crypto-monnaie sur la blockchain. C'est Chantal? comme une sorte de super mot de passe qu'on appelle la clé privée. Oui, alors si j'écoute mon insécurité, là je rebondis en vous disant, mais quelle sacrée responsabilité que d'avoir cette fameuse clé. Oui, Madame Michaud n'a pas du tout envie d'être responsable de sa clé privée. Je pense que les banques vont continuer à exister et qu'elles vont fournir des services aux personnes qui n'ont pas envie de prendre soin de leur clé privée. Et les entreprises, c'est trop loin de leur core business. Elles n'ont pas envie d'avoir cette responsabilité. Et puis en entreprise, qui en a la responsabilité? Le comptable, alors évidemment il y a le multisigne, mais ça reste compliqué. C'est très compliqué pour le moment. C'est en train de s'améliorer progressivement. J'espère qu'on va avoir des identités beaucoup plus faciles à gérer. C'est vraiment en cours. Il y a des énormes évolutions technologiques. Mais pour le moment, l'ETF sera vraiment bienvenu pour les entreprises qui ne savent pas comment investir et aussi pour monsieur et madame Michou. Mais moi, je comprends cet embarras parce que le Bitcoin, c'est du cash digital. Quand on a, je dis un gros chiffre exprès, quand on a 100 000 euros d'équivalent Bitcoin, c'est comme si on avait 100 000 euros en billets de banque sous son lit, quoi, dans sa chambre. Alors je comprends qu'on se dise, ouais, mais alors où est-ce que je vais les mettre? Non, moi je suis pas d'accord, parce que si j'ai 10 000 euros sur mon matelas, je le perds moins facilement que mon petit papier avec mes 12 mots. Alors ça, après, c'est une question de point de vue. Mais je comprends ce que ça veut dire d'être responsable de 100 000 euros, d'être directement responsable. C'est-à-dire si on le fait voler, si je les perds, si je perds l'accès, etc. Ouais. Donc je comprends qu'une banque, pour ça, c'est magnifiquement pratique. Hein. Oui. L'argent, il est à la banque. J'ai même pas à me souvenir de mon code, parce que si je perds mon code carte bleue, je vais à la banque, j'appelle, ils me disent on vous reconnaît, vous avez édité un nouveau code. Alors que sur la blockchain, il n'y a pas de nouveau code. Ouais. Mais justement, en parlant de sécurité, ça me fait penser à arnaque. Quel est le profil des gens qui viennent suivre ta formation? C'est des gens qui ont déjà de la crypto? Alors, certains se sont brûlés les ailes en achetant lorsque les médias en parlaient, c'est-à-dire lorsque le prix était trop haut. Évidemment, ils ont fait des mauvaises affaires et ensuite, ils ont envie d'apprendre à faire ça comme il faut. Okay. Donc là, typiquement, fin 2020, j'en ai eu beaucoup comme ça qui s'étaient brûlés auparavant, qui avaient acheté à la pointe au tout début 2018. Et puis ensuite, entre les deux pointes de bulle, en 2021, en été, j'en ai beaucoup aussi qui sont arrivés à ce moment-là en me disant je veux apprendre à le faire moi-même. Et donc, dans ces deux cas, ils ont magnifiquement bien profité de la montée. Les assauts. Ouais. Et ceux qui ont acheté sur les différentes pointes, quelle que soit la pointe, évidemment, ils doivent attendre 4 ans pour que ça remonte. Un peu moins de 4 ans. Donc, ça, c'est assez pénible pour eux. Donc, il y a ceux qui ont déjà un bac de crypto. D'ailleurs, j'ai une de mes prestations, c'est d'aider ces personnes à savoir qu'est-ce qu'il faut garder, de quoi il faut se débarrasser, parce que ça te plombe ton portefeuille, ça te bloque une partie de ton capital quant à ça. Et les anciennes cryptos qui ont bien performé, la majorité ne vont pas bien performer à la prochaine bulle. Tu vois, soit parce qu'elles n'ont pas survécu au bear market au niveau trésorerie, soit parce qu'elles ont été remplacées par une nouvelle technologie, soit pour 1000 raisons. Donc, c'est intéressant. Oui, j'ai vu ta vidéo, c'est sur ta chaîne YouTube. En fait, toi, tu dis, au lieu de vous accrocher à ces cryptos qui vous ont fait perdre plus de 80% de leur valeur, non, au lieu de vous dire, j'ai plus qu'à attendre qu'elles remontent, en fait, tu dis, il y a certaines cryptos, malheureusement, non, elles ne remonteront pas. Comme toi, quoi. Pas assez. Comme toi. Non, parce que nous, on a... Moi, j'ai acheté aussi. Moi, j'ai acheté des cryptos solides. Des cryptos solides aussi. Mais oui, Bitcoin et Ethereum sont solides et ils vont remonter. Là, j'ai confiance. Il y en a certaines pour lesquelles j'ai confiance. Mais n'empêche que les plus beaux multiples seront faits avec, en partie, des cryptos qui n'existent pas encore. Ah bon? Donc moi, j'exhorte tous mes apprenants, gardez du cash. Alors on investit petit à petit, je raconte tout ce que j'achète. Mais gardez du cash pour ce qui va venir. Il y aura toujours du poisson qui passe dans la rivière. Ah justement, alors parlons-en, parce que je voulais juste faire le parallèle avec toi, Benjamin. Toi, c'est pas du tout le même profil qui viennent chercher des formations chez toi. Toi, c'est des gens qui se sont fait arnaquer souvent. Alors il y a ça, effectivement, des gens, étonnamment d'ailleurs, qui se sont fait arnaquer pour des achats crypto qui n'ont pas maîtrisé, et donc la crypto s'est envolée, hein, évidemment, ils se sont fait arnaquer, mais mais ça les a intéressés à ça, au crypto, et donc ils veulent maintenant comprendre, vraiment. Mais donc c'est deux cibles différentes, c'est marrant. Et une troisième, c'est les vrais débutants. J'ai beaucoup de vrais débutants et j'ai créé ma formation de manière à ce que les vrais débutants comprennent. Je parle lentement, j'explique tous les mots.
Mais les experts me disent aussi, Chantal, j'ai trouvé des astuces. Et tout le monde y trouve son compte. Mais les vrais débutants sont à l'aise avec ma formation, c'est fait exprès. Je suis d'accord avec, je complète ce que tu dis, moi aussi j'essaie de nous des vrais débutants, et je remarque que je dis la même chose à des débutants et à des confirmés, et les deux sont à l'aise parce que le confirmé comprend encore plus de choses, ou comprend encore mieux ce qu'il savait, et le débutant apprend tout, donc il est content. Ouais. Bon, on passe à autre chose parce les gens vont penser que c'est publicitaire. Non, moi j'avais votre prévision pour 2024. Alors, ça, Chantal, alors 2024, il y a le halving, il faut que les gens comprennent. Alors le halving, c'est le halving du Bitcoin. Oui, mais il faut avoir aucune certitude. Moi, je trouve qu'il faut avoir. Non, alors on n'a qu'une seule certitude, c'est qu'il y aura un halving du Bitcoin. Ok, exact. Ça, en avril. Ok. En avril. Il faut pour que les gens qui nous écoutent, le halving, c'est tous les 4 ans. La récompense en Bitcoin est divisée par 2. Donc les mineurs sont récompensés par 2 fois moins de Bitcoin tous les 4 ans. Ce qui fait que ça accentue la rareté du Bitcoin. Ce qui fait que le marché se dit, oulala, il va y en avoir encore moins maintenant. Donc, on a intérêt à en acheter au plus vite. Parce qu'il y en aura encore qu'est-ce qui fait la valeur? C'est la rareté. Là, c'est la rareté. C'est la rareté, oui. Et donc, dans 21 millions, c'est irrésistible, 21 millions. Ouais. Surtout quand les gouvernements impriment comme ça, de manière indécente. Donc ça, c'est une certitude. Dans l'histoire du Bitcoin depuis 2009, tous les 4 ans, ça fait déjà plusieurs halvings. Hein. Je sais pas, il y en a 4. Tous les 4 ans, ça a signalé le départ d'une flambée, d'une bulle, comme tu dis. Donc on se dit, il n'y a pas de raison, puisque ça fait que déjà les 4 dernières fois au halving, il y a eu une bulle, nous on attend notre bulle au prochain halving. Ok, t'as raison, c'est le cas le plus probable, on n'en est pas sûr, mais c'est le plus probable. Par contre, on a remarqué qu'il y a du front-running, ça veut dire que les gens savent que ça va venir, donc ils achètent avant, donc il est probable que ça soit un peu moins de 4 ans. Mais à part ça, on ne peut que savoir quoi faire, quoi surveiller, mais on ne sait pas exactement quand ce sera. Ce qui est probable, c'est que la bulle va commencer en 2024 et que la pointe pourrait être en 2025. Ok, ça c'est vos prévisions. Okay. On est en fait en 2023, on est un peu dans la même situation que 2019. Il suffit de regarder la courbe en arrière. Ok. Elle a l'air presque plate. Mais si on fait un zoom, on se rend compte que c'était les montagnes russes. Ouais. Donc c'est intéressant ce que tu dis, toi, c'est le bear market, c'est là où des projets intéressants disparaissent parce qu'ils n'ont pas de cash pour tenir. Ouais. Mais qu'en revanche, c'est pas désespéré parce qu'il y en a plein qui vont renaître. Oui, et il y en a qui construisent. Et moi, je guette aussi les commits sur GitHub, ça veut dire qui c'est qui publie du code et qui est en train de développer des nouvelles fonctionnalités, mais qui n'a pas encore commencé son marketing. GitHub, c'est le site des développeurs blockchain. Ouais, le code, c'est là où on met le code informatique. Ouais. Donc les projets se mûrissent. Il y a plein de projets qui mûrissent, qui sont en train de créer des fonctionnalités. Et moi, je suis en train de développer les scores de Chantal. Je m'éclate comme une folle, j'adore ça. On va en reparler. Juste une parenthèse sur les cycles. Juste que les gens comprennent que nous, ce qui nous intéresse dans le halving, et tous les 4 ans, c'est des cycles. Il faut bien comprendre que la bourse fonctionne en cycle, l'économie fonctionne en cycle, beaucoup de choses dans l'économie, dans la société fonctionnent par cycle. Le Bitcoin n'y échappe pas. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une différence, dont on ne tient pas compte. Alors, peut-être que je me trompe, mais avant, on avait le système bancaire et de l'autre côté, très loin, on avait les cryptos avec leur cycle, que certains passent leur vie à analyser. C'est super. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ça converge l'un vers l'autre, à l'horizon, et que donc c'est interconnecté, c'est systémique. Oui, depuis 2020. Oui. Et donc, c'est l'impression monétaire. Voilà. Et donc, à un moment donné, est-ce que ces bulles qui ont été analysées, qui sont finalement des cycles assez réguliers, prévisibles, est-ce qu'on peut toujours compter là-dessus? Parce que les paramètres changent. Oui, tu as raison. Les paramètres changent, d'autant que maintenant, il y a l'adoption des institutions. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété autour des crypto-monnaies qu'il n'y avait pas dans les Et beaucoup de manipulations, beaucoup de gros flux qui manipulent les cours. Et en plus de ça, maintenant... Qui aussi se disent, il y a l'halving qui arrive. Et c'est presque trop prévisible, c'est presque tellement prévisible qu'il va se passer quelque chose de différent. C'est pour ça que je te dis rien n'est acquis. Chantal? En plus de ça, maintenant, les mineurs ont plus facilement accès au crédit. Donc, ils ont moins besoin de vendre leur Bitcoin. Donc, le fait qu'il y ait un halving aura moins d'impact. Et en plus, le halving concerne une plus petite quantité de Bitcoin qui n'est pas produite. Donc, ça aura de moins en moins d'impact. Par contre, ce narratif du halving est très pratique à expliquer aux nouveaux venus. Et je pense qu'ils vont continuer à l'utiliser encore quelques temps. Oui.
Alors tu as dit un mot que j'adore qui est narratif. Alors ça, on l'entend partout dans le monde des cryptos. Le narratif, c'est quoi? C'est l'histoire qu'on vous raconte. Qui vous raconte ces histoires? La communauté crypto, les médias, les institutions. Alors quand on vous dit ces dernières années c'était le Bitcoin, c'est pour la mafia, ça détruit la planète, ça va mourir, la Chine va l'interdire. Ça c'est ce qu'on appelle un narratif. C'est-à-dire c'est bien pratique, c'est l'histoire qu'on vous raconte. Mais évidemment derrière... C'est des éléments d'influence. C'est des éléments, voilà, on sent bien qu'on est influencé, qu'on veut nous faire croire des choses. Alors quand tu dis on, moi je trouve que c'est très excluant parce que par exemple mon père, il n'entre pas dans ce on. Non, il y a plein de gens qui n'entrent pas dans... Cette communauté crypto, elle est quand même petite encore. Non, mais on véhicule, nous là, je viens de véhiculer le narratif du halving qui déclenche un bull run. Voilà, je participe moi-même à ce narratif. Après, effectivement, on n'en sait rien, mais comme on regarde dans le passé et on se dit, en espérant que l'avenir soit comme ça. Mais j'aimerais ajouter un truc, tu dis prévision 2024, là, on n'a parlé que d'argent. On n'a parlé que de la montée du cours, mais on peut aussi parler des use cases. C'est-à-dire le NFT, par exemple, pour les artistes, pour les marques, les cartes de fidélité en NFT, tout ça est complètement décorrélé du cours de l'Ethereum ou du cours du Bitcoin. Ma carte de fidélité dans mon supermarché préféré. Oui, mais ils sont quand même sujets au bear market. Il y a quand même un terrible ralentissement. Parce que les gens s'endorment, les projets s'endorment, parce qu'il y a moins d'excitation, on va dire. Mais dès l'année prochaine, quand l'excitation va revenir, les gens vont se dire, mais c'est vrai, tiens, ma carte de supermarché, ce sera un NFT, donc ce sera un token, et ça pourrait interagir avec mon jeu vidéo préféré, etc. Là, les gens vont aussi comprendre qu'il n'y a pas que de la valorisation dans les tokens et les cryptos. Oui, et puis il y a l'enjeu de l'identité numérique. Ça aussi, c'est des gros enjeux parce que l'identité numérique... En fait, c'est la tokenisation de l'identité. Donc, en fait, cette tokenisation du monde va aussi être totalement impressionnante et plus corrélée, une fois de plus, du cours du Bitcoin. Chaque fois, on est un peu trop focus aussi sur le cours des crypto-monnaies. C'est parce que nous, on voit ça comme des vecteurs d'investissement. Non, comme des indicateurs de... ou des indicateurs d'adoption. J'allais dire comme des indicateurs d'une transformation qui se fait petit à petit, mais où il y a des paramètres qui changent. Le fait que les banques s'approprient la crypto, en tout cas les actifs numériques, que BlackRock intervienne. On a moins de certitude. Moi, je trouve qu'on a moins de certitude qu'avant sur l'évidence du halving. Moi, je pense aussi, tu vois, je rejoins sur ce que je disais, le service qu'on va pouvoir se rendre entre particuliers, indépendamment des cours. Moi, j'ai un Ether, toi, Chantal, tu as un Ether et toi aussi. Moi, tu as besoin d'argent, je te prête mon Ether. Et puis, dans la blockchain, il est écrit que dans 2 ans, tu dois me le rendre. Avec un intérêt de 2%, par exemple. Et tu as un collatéral en échange. Voilà, et elle bloque un Ether en échange. Et pour les particuliers, c'est juste incroyable. On va vraiment pouvoir se faire confiance sans même se connaître, mais via la blockchain. Donc, pour des particuliers qui ont besoin d'argent, ça va être spectaculaire. Et là, c'est complètement décorrélé du cours. Ok. Ouais. Super intéressant. En tout cas, merci à vous deux. Avec grand plaisir. C'est très bizarre d'interviewer Benjamin. Moi, j'adore parler avec Benjamin. Voilà. Merci. Donc, Chantal et Benjamin sont copains comme cochons. Et donc, on fait des lives ensemble sur la chaîne YouTube. Vous les trouvez régulièrement. Ils font des lives ensemble très régulièrement. Sur la chaîne Crypto Expert. Crypto Expert, qui est la chaîne de Chantal. On mettra évidemment le lien en bio, comme ça vous pourrez... Je mettrai les liens des derniers lives que vous avez fait ensemble, comme ça ce sera facile à retrouver. Que vous dire? D'habitude, on fait toujours un peu notre pub à la fin, mais là, j'ai rien à dire. Je voulais juste vous remercier pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous souhaite une excellente écoute. Avant de finir, je précise que Kraken ne nous sponsorise pas. C'est le exchange Ledger non plus, d'ailleurs, il devrait. Ledger non plus. Il faut savoir que ces boîtes sont des multinationales qui n'ont rien à faire de nous, qui ne savent même pas qu'on existe d'ailleurs. Mais si, Ledger, ils savent qu'on existe d'ailleurs. Si Ledger nous écoute, directrice marketing, j'espère que vraiment ça lui donnera des idées. Ah oui, tiens, et on a une chaîne YouTube ici qui s'appelle Techno Impact. Oui. On a un site web qui s'appelle aussi Techno Impact et on a une newsletter qui est gratuite, il suffit de s'inscrire sur le site. Ouais. Oui, et Techno Impact, chaque fois que je vous écoute, vous avez une énergie, c'est génial. Moi, j'adore. Trop mignonne, Chantal. Merci beaucoup pour ton enthousiasme. Bonne écoute à tous.